par des macrophages, parviennent à l'alvéole mais sont entièrement éliminés lors de l'expiration. Et est-ce que, sinon, toutes ces réponses sont exactes, sont fausses? B. Erige, est-ce que tu peux me répondre? باهي نور. Il y a un problème technique. حلوا لي ميكرو عايشكم نحب نسمعكم. S'il vous plaît, vous pouvez faire un partage d'écran. سي peut-être. باهي شكون اللي جاوبني قال سي؟ شكون اريجا؟ باهي donc la réponse oui c'est vrai, les particules inférieures à 1 micromètre ils peuvent parvenir à l'alvéole et ils sont phagocytés par les macrophages parce qu'ils sont de très petite taille. Ils vont diffuser au fond des poumons. Par contre, les particules de grosse diamètre, de grosse taille, ils vont être arrêtés au niveau du voie respiratoire supérieure, au niveau des fosses nasales. La deuxième question, parmi les pneumoconioses suivantes, laquelle ou lesquels sont responsables d'une simple surcharge pulmonaire? A. L'anthracose, B. L'anthracosilicose, C. L'asbestose, D. Berlioz, E. Sidérose. Sidérose. B. Sidérose et kahawa. Oui, c'est la sidérose seulement qui est responsable d'un simple surcharge pulmonaire. Par contre, les autres pathologies, ce sont des pathologies sclérogènes ou appelées aussi fibrosantes. Parmi les pneumoconioses suivantes, quelles sont celles qui sont sclérogènes ou fibrogènes? La silicose, l'asbestose, la berlioz, la sidérose, la berlioz ou la talcose. شو قلت لي ايه؟ silicose, asbestose et berlioz. Ok, la silicose, l'asbestose et la berlioz. Bonne réponse. B. Parmi les professions suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent exposer à la silicose? Le percement du tunnel, la fabrication des moules, la synthèse du benzène, la fabrication du verre ou la fabrication des produits plastiques. Erige, جاوبني انت توا. أعطيتكم réponse. Erige. Shaima. La silicose, l'aspergillose et la berlioz. Erige. بدلنا الكستيون راهو. On a changé la question. Parmi les professions suivantes, lesquelles peuvent exposer à la silicose? Est-ce que vous voyez l'écran ou non? Erige. Donc,
Les professions qui exposent à la silicose sont le percement du tunnel, la fabrication des moules et la fabrication du verre. Parmi les complications mécaniques suivantes, 3 sont fréquentes au cours d'une silicose, lesquelles? L'emphysème pulmonaire, la rupture d'un anévrisme artério-veineux pulmonaire, le pneumothorax, la pleurésie sérofibrineuse ou la nécrose aseptique d'un nodule silicotique. Le pneumothorax et l'emphysème. كمل شكون جاوبني؟ إريش. شنو قلت لي؟ L'emphysème A et C, l'emphysème pulmonaire et le pneumothorax. Pneumothorax, ناقصين réponse. La nécrose aseptique d'un nodule silicotique. Ce sont les complications mécaniques de la silicose. B. La dyspnée dans la silicose. Est inexistante. Ou elle est existante et très précoce. Ou elle est tardive. Ou elle apparaît avant les images radiologiques. Ou elle est intense alors que les images radiologiques sont encore absentes. Shaima. Shaima. Oui, madame. جاوبني يا شايمة. La dyspnée dans la silicose, est-ce qu'elle est inexistante ou elle est existante et très précoce ou elle est tardive ou elle apparaît avant les images radiologiques ou elle est intense alors que les images radiologiques sont encore absentes? C. Shnia? C. Oui, c'est vrai. C'est la dyspnée dans la silicose, elle est tardive. Elle souvent apparaît après les images radiologiques. Les images radiologiques sont plus précoces que la dyspnée. B. Le syndrome de Kaplan-Collinet. Si vous avez révisé votre cours, vous allez répondre correctement. Correspond à l'association d'une asbestose et silicose, asbestose et sclérodermie, silicose et sclérodermie, silicose et maladie rhumatoïde ou asbestose et maladie rhumatoïde. Réponse D. شكون جاوبني؟ Amine. أمينة. باهي يا أمينة، شنو هي réponse؟ Silicose et maladie rhumatoïde. Bravo يا أمينة, bonne réponse. C'est la silicose et la maladie rhumatoïde. B. Parmi les examens complémentaires suivants, 2 sont nécessaires pour le diagnostic de la silicose. Lesquels? La radiographie de thorax, l'anafès, la vitesse de sédimentation, le corps, la recherche de physique ou les examens respiratoires. Elle est جاوبني. Elle est A, E. A et E. Et E. Bravo. Bravo. Elle sont la radiothorax et les EFR. Quelles sont les manifestations pleurales caractéristiques liées à l'exposition chronique à l'amiante? Mésothéliome pleural, asbestose, plaque hyaline calcifiée, aspect en verre dépoli ou pleurésie récidivante. Je dis bien les manifestations pleurales. B. Érige. Érige. B. Érige ماهيش معانا. Elle. باهي آية جاوبني. آية ACE. Mésothéliome pleural, plaque hyaline calcifiée et pleurésie récidivante. Bravo et bonne réponse. Une ou plusieurs propositions suivantes concernent l'amiante. Quelles sont ces propositions? Elles constituent un bon isolant thermique, électrique et acoustique.
Il ne se prête pas au tissage. Elle est caractérisée par son inflammabilité. Elle n'est pas résistante aux acides et aux bases. Elle résiste aux microtraumatismes. Aminatra. A, C, E. A, C, E. Donc, elle constitue un bon isolant thermique, c'est vrai. Isolant thermique, électrique et acoustique. Elle est inflammable, oui, c'est vrai. Et elle résiste aux microtraumatismes. Et aussi, elle résiste aux acides et aux bases. Donc, c'est une bonne réponse. Une ou plusieurs propositions suivantes concernent l'asbestos. C'est une fibrose pulmonaire d'apparition tardive. Elle présente une symptomatologie spécifique. Elle est caractérisée par la présence des râles crépitants aux deux bases pulmonaires. Elle est caractérisée par une cyanose et un hypocardisme digital de survenue précoce. Son diagnostic est essentiellement radiologique. Elle est où? Quelles sont les réponses exactes? B, Erija. ACE. ACE. B, c'est une fibrose pulmonaire d'apparition tardive. Oui, c'est vrai. Elle est caractérisée par la présence des râles crépitants. Oui, c'est vrai. Et son diagnostic, il est essentiellement radiologique. Bonne réponse. Une ou plusieurs propositions suivantes concernent le diagnostic radiologique de l'asbestos. La TDM haute résolution est plus sensible que la radiographie pulmonaire standard. Les images radiologiques consistent en des images de fibrose nodulaire diffuse. Les images radiologiques consistent en des opacités linéaires en strip. Sinon, les images radiologiques sont de type régulier où les opacités prédominent aux bases pulmonaires, sont bilatérales et symétriques. B, elle est جاوبنا. Elle est B. des images fibrose nodulaire. Non, B. أعطيني proposition أخرى. أنا أعطيتك réponse ثانية مش مشكل. Donc, en cas d'asbestose, la TDM, elle est plus sensible que la radio pulmonaire. Et les images sont essentiellement des opacités linéaires en strie, n'est pas nodulaire. Les images nodulaires sont en faveur de la silicose. Et les opacités prédominent aux bases pulmonaires bilatérales en général et symétriques. B. Toutes ces propositions concernent le mésothélium pleural. Est-ce que le mésothélium est une tumeur maligne primitive de la plèvre? Est-ce qu'il est lié à une exposition toujours de grande importance à l'amiante? Il est toujours associé à une fibrose pulmonaire. Il présente un grand temps de latence. Il est caractérisé par un pronostic favorable. باهي فينهم الاخرين شكون ما كلمنيش خل باهي خنقولوا صحيح. الا باهي باقي الا شنو قلت لي الا اي c'est une tumeur maligne primitive de la plèvre. Oui, c'est vrai, hein? شنو R? Et D. Et D. Donc, il présente un grand temps de latence. B, on va passer rapidement, on va voir rapidement une récapitulation sur le cours des pneumoconioses. Donc, les pneumoconioses, ce sont des affections respiratoires liées à l'accumulation pulmonaire de particules solides inhalées. Il y a 3 grands groupes de pneumoconioses, qui m'appellent les pneumoconioses sclérogènes ou appelées aussi les pneumoconioses
fibrosantes qui sont à l'origine d'une fibrose pulmonaire, les pneumoconioses de surcharge et les pneumoconioses mixtes lorsqu'il y a association de deux types de pneumoconioses, par exemple l'anthracosilicose. Donc, rarement on trouve un seul minéral, surtout dans les mines, souvent associé la silice avec le charbon ou avec un autre particule minérale. Donc, souvent on trouve des pneumoconioses mixtes. Exemple de pneumoconiose sclérogène tels que la silicose, l'asbestose ou la fibrose due à l'amiante, et aussi la berlioz, ce sont des pneumoconioses sclérogènes. Les pneumoconioses de surcharge sont dues à l'accumulation de poussière dite inerte, donc juste de tatouages pulmonaires tels que l'anthracose et la sidérose. La sidérose, c'est la pneumoconiose due à l'exposition à la poussière du fer, et l'anthracose, c'est l'exposition à la poussière du charbon. Les pneumoconioses mixtes, qui ce sont des mélanges de poussières, souvent des poussières inertes et toxiques. Exemple, l'anthracosilicose ou la sidérosilicose, c'est l'association du fer et de la silice. On va voir rapidement la silicose. La silicose, c'est une pneumoconiose fibrogène. Elle est due à l'inhalation des particules de silice cristalline. Elle est grave vu ses complications, parfois des complications redoutables. Et le diagnostic, il est essentiellement radiologique. Donc, sur le plan radiologique, la radio standard, c'est l'examen de référence. Il permet le suivi des salariés, le diagnostic de la pathologie et aussi il sert comme élément de réparation. Mais souvent, la TDM thoracique, on est recours à la TDM thoracique parce qu'elle est plus sensible que la radiothorax. Parfois, des images radiologiques, on ne peut pas les voir sur les radiothorax, on les voit sur la TDM thoracique. Les images radiologiques dans la silicose, ce sont des opacités rondes, micronodulaires ou nodulaires, contrairement à l'asbestose qui sont des images linéaires. Habituellement, les images sont bilatérales et symétriques et prédominent au niveau du tiers moyen et supérieur. Et ces images ont eu une classification internationale qui est la classification de BIT, du Bureau international du travail, qui date du 1980. Cette classification, elle sert juste pour standardiser la lecture des radiographies thoraciques. Donc, elle n'a aucun intérêt ni diagnostic, ni évolutif, ni sur l'évolution de la maladie, ni sur la réparation de la pathologie. Donc, rapidement, on va voir cette classification. Pour les petites opacités, ils sont classés petite p lorsque les opacités sont inférieures à 1,5 mm, que lorsqu'ils sont entre 1,5 et 3 mm, et R lorsqu'elle est entre 3 mm et 1 cm. Et aussi, autre la taille, il y a la densité. La densité, c'est la densité des lésions ou des images au niveau de la radiographie thoracique. Il y a classé 1 lorsque les opacités ne dépassent pas le 1/3 du champ pulmonaire. Il respecte avec le respect de la trame bronchique. 2 lorsque les opacités sont nombreuses. Et 3 lorsque les opacités sont très nombreuses et diffuses au niveau du champ pulmonaire. Et aussi l'étendue des lésions. R pour le côté droit, L pour left, c'est le côté gauche, et U pour le côté, le tiers supérieur, M pour le tiers moyen et L pour le tiers inférieur. Donc, quelques clichés pour illustrer cette classification. Par exemple,
cette radiographie thoracique, on voit des micronodules qui ne dépassent pas le 1,5 mm, par exemple, donc sont classés P avec une densité à peu près 3 parce que ce sont des lésions très diffuses. Par exemple, ici, ils sont classés Q parce qu'on peut trouver le diamètre de quelques nodules qui est entre 1,5 et 3 mm avec une densité qui est 1, classé 1 pour le premier radiothoracique et 3 pour le deuxième. Donc, ce sont des exemples. Je passe rapidement sur les exemples, juste pour standardiser la lecture des radiographies thoraciques. La confluence de ces images radiologiques micronodulaires, ils peuvent donner des grandes images qui dépassent le 10 mm parfois. Donc, ils sont classés grand A lorsque l'opacité elle est entre 1 cm et 5 cm. B, lorsque l'opacité ne dépasse pas le 1/3 du champ pulmonaire. Et C, lorsque cette opacité dépasse le 1/3 du champ pulmonaire. Exemple, cette nodule, par exemple, elle est supérieure à 1 cm, mais elle ne dépasse pas le 1/3 du champ pulmonaire, donc elle est classée grand A. Cette opacité, elle est classée B, donc elle est à peu près, elle ne dépasse pas presque le 1/3 du champ pulmonaire, donc elle est classée B. Je m'excuse. Et donc c'est pour, il y a des images qui presque, elles dépassent le 1/3 du champ pulmonaire. Ce sont des grosses images, des opacités énormes au niveau de deux champs pulmonaires. Donc, il y a une entité particulière que je veux vous rappeler, c'est le syndrome de Kaplan-Collinet. C'est une entité particulière qu'on le voit chez les patients silicótiques et qui ont en association une polyarthrite rhumatoïde. C'est le syndrome de Kaplan-Collinet. On voit des opacités diffuses au niveau du champ pulmonaire avec une confluence périphérique et parfois des macromolécules, des macronodules disséminés et à prédominance périphérique. Ce sont des images typiques d'un syndrome de Kaplan-Collinet. C'est l'association de la silice avec la polyarthrite rhumatoïde. Par exemple, il y a d'autres associations, c'est la silice avec la sclérodermie, donc c'est le syndrome d'Erasmus. Et d'autres particularités dans la silicose, c'est la calcification. On peut voir des calcifications, des entités particulières dans la silicose. Ces nodules peuvent se calcifier et donner des images radiologiques qui rassemblent à cette radiographie. L'aspect aussi en coquille d'œuf, on peut voir cet aspect aussi dans le cas de silicose, c'est le pourtour du nodule qui est calcifié. Donc, la silicose, c'est une maladie grave parce que, vu l'évolution imprévisible de cette maladie et aussi les complications qu'elle peut entraîner. Premièrement, cette silicose, elle peut entraîner des complications infectieuses telles que par exemple la tuberculose. La tuberculose, c'est une complication fréquente chez les patients silicótiques avec la greffe du BK sur le poumon des patients silicótiques. Donc à la TDM thoracique, on voit très bien cet aspect de tuberculose qui est avec une image en faveur. Aussi, l'aspergillose. L'aspergillose, c'est une complication aussi qu'on peut le voir chez les patients silicótiques avec greffe aspergillaire sur un nodule silicótique. On voit cette greffe aussi, c'est une aspergillome intracavitaire sur cliché du scanner, donc c'est le même aspect.
Donc, outre les complications infectieuses aussi, la silicose peut entraîner des complications mécaniques. La première complication, c'est l'emphysème. Ce sont des nodules, des images d'emphysème sur la radiographie thoracique. On le voit très bien sur les clichés du scanner, donc des images de l'emphysème. Et ces bulles d'emphysème, ils peuvent se rompre et donner le pneumothorax. Donc, c'est une complication d'une rupture de bulles d'emphysème qui complique la silicose. C'est une complication qui est redoutable chez les patients silicotiques. La nécrose aseptique aussi, elle peut se voir dans les cas compliqués de silicose avec l'image très typique de cette nécrose aseptique avec au début ce sont des images de forme pseudo-timorale, puis il y avait une nécrose aseptique avec un niveau de liquide hydroaérique. Les complications malignes de la silicose sont les cancers bronchopulmonaires qui peuvent se voir chez les patients silicotiques. Qu'on voit ces cancers mieux sur l'image de TDM. On va passer maintenant au premier cas clinique. Alors, bon après-midi tout le monde. On va enchaîner maintenant pour le premier cas clinique. C'est Monsieur Khaled F. Il est âgé de 49 ans. Il est tabagique 20 paquets années avec des antécédents de diabète sous ADO depuis 7 ans. C'est un ouvrier dans une entreprise céramique depuis 15 ans et il se présente pour une dyspnée d'effort évoluant depuis 2 ans. C'est une dyspnée notée à la marche rapide et à la montée d'escalier. Elle s'est aggravée au fil des années, non accompagnée de toux ni d'expectoration. L'examen physique était sans particularité et à la radiographie du thorax, on a noté des micronodules au niveau des sommets des poumons. Les EFR ont montré un syndrome respiratoire mixte. Alors, avant de passer aux questions, il faut tout d'abord révéler et identifier les éléments clés au niveau de l'énigme du cas clinique. Alors, qui peut identifier les mots-clés? Arij, pour avoir un petit il est tabagique, 20 paquets années. Il est ouvrier dans une entreprise céramique. Voilà, l'exposition professionnelle, oui. Et il présente une dyspnée d'effort évoluant depuis 2 ans, et ainsi de suite. Et le radiothorax, on a des micronodules au niveau des sommets du poumon, ainsi que l'EFR, on a un syndrome mixte. Bravo. Donc, pour réunir tous ces éléments, alors, quel est le diagnostic le plus probable? Le silicose. Bravo. Et ceci devant les éléments que vous avez déjà notés. L'exposition professionnelle au niveau de son poste de travail, la dyspnée d'effort, l'examen clinique qui peut être sans particularité au moment de l'examen et surtout à la radiothorax où on trouve des micronodules au niveau de sommet des poumons. Surtout, les micronodules se voient, comme on a dit, dans le tiers moyen et supérieur. D'accord? Donc, la réponse exacte, c'est le silicose. Quels sont alors les arguments en faveur du diagnostic probable? Eya, les éléments en faveur du diagnostic du silicose, de la silicose. Maïssa. Alors, Sarah? Sarah. Elle est là, Sarah, ou non? Elle est juste connectée. Alors, on revient à Arij ou Eya. Déjà, on a dit tout à l'heure. L'exposition sur le lieu de travail, l'aspect radiologique et le syndrome mixte fait l'EFR. Voilà, exactement. Ce sont les bonnes réponses.
Troisièmement, on a dit que la silicose expose ou peut donner plusieurs complications. Parmi ces complications, quelles sont les réponses exactes? Cancer bronchopulmonaire, la tuberculose, mésothéliome, pneumothorax ou les phlébites. Alors, quelles sont les complications possibles pour la silicose? Exactement. C'est le cancer bronchopulmonaire, la tuberculose et également le pneumothorax. Le mésothéliome, c'est l'exposition à l'amiante. Donc, quelle est votre conduite à tenir dans ce cas? L'éviction du risque, la prise en charge thérapeutique, renforcer les moyens préventifs, déclarer la pathologie en maladie professionnelle ou réaliser des EFR de contrôle. Devant ce cas, quelles sont les propositions exactes? Éviction de risque, prise en charge thérapeutique, renforcer les moyens préventifs et déclaration de sa pathologie en maladie professionnelle. Bravo. Après, bien sûr, vérification des conditions de déclaration et déclarée en tant que maladie professionnelle. C'est bon. On va enchaîner maintenant par les pathologies liées à l'amiante. Donc, on revient aux pathologies liées à l'amiante. Tout d'abord, la fibrose asbestosique. La fibrose asbestosique, contrairement à la fibrose due à la silicose, ici, les images sont des opacités linéaires et régulières qui prédominent essentiellement au niveau des bases. Et aussi pour ces images, il y a une classification internationale de BIT. Maintenant, la nomination de cette classification change. Ils sont classés PTS pour les images dont la longueur ou largeur ne dépasse pas le 1,5 mm, T pour les images entre 1,5 et 3 mm, U pour les images entre 3 et 10 mm. Et l'abondance ou la densité, c'est presque la même pour les autres images de silicose. On va voir quelques exemples pour ces clichés radiologiques. Donc, ils sont classés petitesse parce que les images sont très fines, inférieures à 1,5 mm, et la densité, elle est de 3 de deux côtés. Pour le deuxième cliché, sont classés U, donc ces images sont plus grandes que les autres images. On peut le voir au niveau de ce cliché radiologique. Donc les images ici à fort grossissement, on voit bien les images qui sont classées U. Les complications de l'amiante, il y a des complications bénignes telles que les plaques pleurales, comme vous le voyez ici sur l'image scanographique. Donc, ce sont des plaques pleurales. C'est une complication de l'amiante. Ces plaques peuvent se calcifier et donner un aspect très opaque, un aspect radiologique de ces images. La pleurésie aussi, c'est une que peut se voir en cas d'exposition à l'amiante, en association ou non avec une asbestose. Donc la pleurésie, c'est une pleurésie récidivante, parfois à bascule. L'amiante aussi elle a des complications malignes. Donc la première pathologie qui est très spécifique de l'amiante, qui est le mésothéliome, c'est le cancer primitif de la plèvre. Donc, et aussi le cancer bronchopulmonaire, comme les autres cancers. Donc l'amiante, elle est cancérogène pour les poumons. On va passer au deuxième cas clinique avec
avec Dr Imen Lefqi, assistante en médecine de travail. Bonjour. Donc, on enchaîne par ce cas clinique. Monsieur A, 65 ans, tabagique, sans antécédents particuliers, ancien ouvrier ayant exercé pendant 25 ans dans un atelier de mécanique automobile, consulte pour des douleurs thoraciques. Ces douleurs évoluent et perdurent depuis 3 mois et sont maintenant résistantes aux antalgiques usuels. Elles sont situées dans l'hémithorax droit et s'accompagnent parfois d'une toux sèche. Le malade est fatigué et a perdu de poids depuis les 6 derniers mois. L'examen physique révèle une matité de l'hémithorax droit concave en haut, située à la base du poumon. Le murmure vésiculaire est aboli à cet endroit, de même que les vibrations vocales. Cette matité est mobile avec les changements de position du patient. Le patient il est apyrétique, sa tension artérielle est de 12,8. La première question, quel diagnostic évoquez-vous? Pleurésie purulente, silicose, mésothéliome pleural, pleurésie asbestosique. Quelle est la bonne réponse? Donc, on revient sur le cas clinique. Donc, les éléments clés, donc c'est un patient âgé de 65 ans. Il est occupant le poste d'ouvrier dans un atelier de mécanique automobile pendant 25 ans. Et il se présente pour un tableau douleur thoracique, altération de l'état général, toux sèche et un syndrome pleural qui se manifeste par une matité de l'hémithorax à la percussion, murmure vésiculaire aboli et avec abolition des vibrations vocales. Il est apyrétique. Donc, quel diagnostic? Et شيماء تمارو ايه زيدا Mésothéliome. le mésothéliome. Pleurésie asbestosique. Donc, la bonne réponse est le mésothéliome. Pleurésie asbestosique, on peut évoquer la pleurésie vu l'exposition à l'amiante. Donc, c'est un atelier dans un atelier automobile. Donc, il est exposé à l'amiante surtout dans les manipulations des freins surtout et des embrayages des voitures. Donc, c'est l'exposition à l'amiante. La pleurésie asbestosique, elle est souvent, c'est une pathologie bénigne. Elle est souvent bilatérale et elle est l'évolution, donc elle ne se présente pas. Donc on est dans un tableau d'altération de l'état général. Donc on s'oriente plutôt vers une pathologie maligne. Donc c'est le mésothéliome pleural. Quel agent étiologique pourrait être incriminé? Le tabac, l'amiante, la silice, le pneumocoque. L'exposition à l'amiante. Exposition à l'amiante. Oui, le tabac, il n'est pas il n'est pas prouvé il n'a pas de rôle dans la pathologie de mésothéliome. Donc il n'a pas de rôle. L'amiante, vu qu'il est exposé à l'amiante, la silice, donc c'est non, le pneumocoque, donc on a dit que c'est pas une pleurésie purulente, donc c'est l'exposition à l'amiante. Quel est votre examen de première intention? Radiographie thoracique, échographie thoracique, exploration fonctionnelle respiratoire, fonction pleurale. Donc, quelle est la réponse? La bonne réponse? Amina?
Donc, Ryan, quel est votre examen de première intention? Radiographie thoracique, échographie thoracique, les explorations fonctionnelles respiratoires, fonction pleurale. Radiothorax. Radiothorax. Oui. Donc, c'est la radiographie thoracique, c'est l'examen de première intention qui trouve, qui objective la pleurésie, l'épanchement pleural. Quel examen pourrait confirmer le diagnostic? TDM thoracique, biopsie pleurale, IRM thoracique, lavage broncho-alvéolaire. Pour la confirmation diagnostique. Biopsie. Oui, donc c'est la biopsie pleurale pour avoir un diagnostic anatomopathologique. Quelle est la conduite du médecin du travail? Déclaration en tant que maladie professionnelle. Déclaration en tant qu'un accident de travail. Laisser le patient dans le même poste de travail. Quelle conduite? Skander, Khaled. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc, c'est la déclaration en tant que maladie professionnelle, tableau numéro 18, donc devant, après vérification des conditions de déclaration, qui sont la pathologie qui existe dans le tableau. Le délai de prise en charge, il est respecté. On a donc un délai qui arrive jusqu'à 40 ans. Et donc, la déclaration en tant que maladie professionnelle. Donc, on enchaîne avec l'asthme professionnel maintenant. On va passer maintenant aux quelques QCM pour rafraîchir un peu la mémoire sur l'asthme professionnel. Donc, et vous allez me répondre. على نسمي اسمه يجاوبني راه. Sinon نحطوا absent. Une ou plusieurs de ces propositions concernent l'asthme professionnel et exactes ou elles sont exactes. Il peut se présenter sous forme d'asthme à dyspnée contenue. Il peut être subdivisé en asthme avec période de latence ou asthme sans période de latence. Il ne peut pas être engendré que par des allergènes de haut poids moléculaire. Il peut être induit par des agents irritants. Il inclut entre autres le syndrome de Brooks. Et je connais Skander. Skander, quelle est la réponse juste? باهي اسكندر جاوبني باهي اسكندر عاودي دونك وي عاودي صحاح مع زاد البي والاو زاد هما صحاح دونك il peut se présenter sous forme d'asthme à dyspnée contenue oui c'est vrai. Il peut être subdivisé en asthme avec période de latence et sans période de latence. Il peut être induit par des agents irritants, oui. Et il inclut aussi le syndrome de Brooks, c'est une entité d'asthme professionnel. La deuxième question, concernant l'asthme, il est réalisé, le diagnostic de l'asthme professionnel, il est réalisé en 3 étapes. Et nécessite obligatoirement la présence constante d'un syndrome obstructif à l'EFR. Et nécessite obligatoirement la présence indispensable d'une élévation des IgE totales. La chronologie des symptômes avec l'activité professionnelle est un argument très évocateur. Les tests de provocation bronchique spécifiques constituent des examens clés pour ce diagnostic. B. مش نقول ريان ريان خلينا نشوف شنو قال لنا ريان قال دي والاو
صحيح Ryan, la réponse est صحيح. Donc la chronologie des symptômes avec l'activité professionnelle est un argument très évocateur d'asthme professionnel. Et les tests de provocation spécifiques constituent un examen clé pour le diagnostic, c'est vrai. B. Concernant la prise en charge de l'asthme professionnel, le traitement médical de l'asthme professionnel ne diffère pas de celui de tout asthme. Un problème d'aptitude au poste peut être posé. L'éviction complète et définitive de l'agent causal est nécessaire. Le changement de produit responsable ne constitue pas un moyen de prévention. Le respect des règles d'hygiène et de sécurité est utile à la prévention. B. Donc, مش نقول أمل أمل absente. B. أمل لا مش absente أو جاوبتنا أمل عطي ولا أمل مش مشكلة. B. D. E. دي لا دي غلطة يا أمل. ربي يقول لي أمل ولا عطية ساعة باش نفهم مع شكون نتكلم. به donc le traitement médical de l'asthme professionnel il est à peu près kiff أمل. به d'accord يا أمل. Donc le traitement médical de l'asthme ne diffère pas de celui de tout asthme. Il est comme tous les autres asthmes le même traitement médical. Un problème d'aptitude au poste peut être posé. Oui, il pose pour le médecin de travail un problème d'aptitude. L'éviction complète et définitive de l'agent causal est nécessaire. Donc, il faut toujours évincer le patient asthmatique de l'exposition à l'agent allergisant ou irritant. Et le respect des règles d'hygiène et de sécurité est utile à la prévention. On va voir un petit récap sur l'asthme professionnel. Donc, l'asthme professionnel, c'est tout asthme induit ou exacerbé par les agents de l'environnement professionnel. On compte à peu près 400 agents responsables de l'asthme professionnel sont dans notre milieu professionnel. L'asthme professionnel n'a aucune spécificité clinique ou évolutive par rapport aux autres asthmes. L'origine professionnelle doit être évoquée devant tout asthme apparu récemment ou récemment aggravé chez un sujet au travail. Donc, il faut toujours suspecter l'origine professionnelle. L'asthme professionnel, il comporte deux entités, l'asthme avec période de latence et l'asthme sans période de latence. L'asthme avec période de latence, c'est l'asthme le plus fréquent et cette latence, elle est variable. Quelques semaines à quelques années, c'est la durée de la période de sensibilisation. Comme vous le savez, l'asthme, c'est une réaction allergique type شنو؟ تسمعوا فيها ولا؟ Quel type de réaction dans l'asthme professionnel? Réaction allergique type 1 ou 2 ou 3 ou 4? Hey, Erige, hein? Type قديش؟ Type 4. Type 4, l'asthme, لا ماهوش type 4. L'asthme, c'est une réaction allergique immédiate, type 1. Type 1. Type 1, صحيح يا وائل. Type 1, c'est une réaction allergique type 1. Donc, il comporte deux phases, phase de sensibilisation et phase de révélation. Et il y a une autre entité c'est l'asthme professionnel sans période de latence. C'est l'asthme induit par les irritants. Les irritants, donc, lors d'une exposition intense ou unique parfois, à forte concentration,
à un produit irritant sur le lieu de travail, donc les symptômes, ils vont apparaître dans les 24 heures qui suivent l'inhalation de ce produit. Exemple d'asthme professionnel sans période de latence, c'est le syndrome de Brooks ou le RAD syndrome qui comporte 8 critères tout القواهم في الكور اللي حطيته لكم sur la plateforme, ou le syndrome d'irritation bronchique ou le SIB, c'est dû à l'inhalation chronique d'une dose minime d'un irritant respiratoire. Donc, comme tout asthme, l'asthme professionnel, il est sous deux formes, l'asthme à dyspnée paroxystique ou l'asthme à dyspnée contenue. L'asthme à dyspnée paroxystique, ce sont des crises de dyspnée expiratoire paroxystique. Donc, avec l'examen des râles sibilants à l'auscultation, le thorax il est distendu. Et la crise, elle va durer quelques dizaines de minutes à quelques heures. Donc, c'est les crises d'asthme classiques qu'on le voit aux urgences. Donc, comme je trouve des crises d'asthme. Si l'exposition à l'allergène contenu, donc c'est une exposition chronique, on ne va pas voir cette dyspnée, cette crise paroxystique, mais on va voir une dyspnée contenue, c'est l'asthme à dyspnée contenue, avec la disparition de l'effet aigu, donc c'est une dyspnée contenue avec régression incomplète entre les crises et les lésions sont irréversibles lorsque l'asthme est vieilli. Les allergènes professionnels sont de deux types, les allergènes à haut poids moléculaire et à faible poids moléculaire. Donc, à haut poids moléculaire, lorsque leur taille dépasse le 500 Dalton. Donc, par exemple, les poussières textiles végétales, les céréales, les farines, les duvets de poule, le latex, les enzymes, les cafés, le feutre naturel. قاعدين تشوفوا في الديابو ولا هربت عليكم؟ ها؟ Non. Non, مش نشوف. عطيني هربت عليا الديابو في شوية هاش نعاود نقولي. ليش هربت الديابو؟ كويس هذيك. ouvrir. مش عارف هربت. هلا نزيد يقول لي بربي ما فهمتش علاش هربت ديالو.
نسيت شيء وحدها هربت من عش علاش. اقعدوا معايا يا جماعه جيست باش نشوف عندي بروبليم تكنيك ما نجمش نعمل بارتاج نتاع الاكران. اهلا بيك اسمعني البارتاج نتاع الاكران ما حبش كان يخدم توقف لي ما عرفتش شنو البروبليم ما يمشيش عاودت بليزيور فوا ما حبش يتعدى. باهي داكور مش نقعد نحكي معاكم حتى لين يجينا سي زياد يركح لنا البارتاج دو ليكران. تسمعوا فيا ولا ايه؟ نسمع فيكم. Oui. Donc on va continuer oralement كان من بعد نعطيكم حتى نحلوا البروبليم تكنيك. باهي فين وصلنا احنا؟ دونك قلنا لازم بروفيسيونيل ما عندوش حتى particularité par rapport aux autres asthmes ni sur le plan évolutif ni sur le plan clinique ni sur le plan traitement. Donc كما قلنا لازم sur le lieu de travail on a plusieurs allergènes فما les allergènes de haut poids moléculaire et les allergènes de bas poids moléculaire. Le haut poids moléculaire كما احنا نقولوا les poils de chat, les poils de chien, les pollens هذوك ce sont de haut poids moléculaire. Par contre, il y a d'autres allergènes اللي هما de faible poids moléculaire tels que les ocyanates, tels que le bois, tels que le formol, tels que la colophane, les colorants. Donc هذوما à faible poids moléculaire. Donc, il y a deux mécanismes dans la physiopathologie de l'asthme. باهي لحظة خلينا نشوفوا مع سي زياد كيفاش باش يحل لنا مشكلة البارتاج. انت ديجا انا غتشوف ما قالوا ماش قاعدين نشوفوا ما نشوفش لي بلاك. اوكي باهي قاعدين نشوفوا في الكور ولا في البلاك؟ اي نشوف. هاي باهي انا اكران شنو هذا؟ بارتاج نتاع البيرو. هو كان بارتاج البيرو. لا قالوا لي ما نشوفوش. لا شوفوا فيه. هاي باهي اوكي مريقله. Donc لازم il a deux mécanismes physiopathologiques. Les mécanismes immunologiques اللي نعرفوه الناس الكل هذيك c'est une réaction type 1 كما قلنا c'est une réaction immédiate et géodépendante qui évolue en deux phases, phase de sensibilisation, phase de révélation. Et surtout, le mécanisme immunologique, il touche surtout plein écran. Non, plein écran. Diaporama, معناها مانيني ما عادش نشوفهم هكاك.
مفيد يشوفوا هكا هذاك l'essentiel. Donc, c'est surtout c'est pour les substances à haut poids moléculaire. شنو طلعت لي هذه؟ ماني نزلت قلت لي انزل. به سامحوني يا جماعه، لا غالب واحد كي ما نميتريز با برشا الانفورماتيك هذيك مازلنا نعملوا الانفورماتيك ميديكال. به لو ميكانيزم نو immunologique surtout pour l'effet irritatif des substances comme نعرفوا sur le lieu de travail il y a plusieurs irritants, des produits chimiques très irritants. Donc, réaction, il va entraîner une réaction inflammatoire immédiate et aussi par l'histaminolibération non spécifique ou par phénomène pharmacodynamique. Exemple pour les pesticides organophosphorés, il agit par mécanisme pharmacodynamique. Le diagnostic de l'asthme professionnel, il comporte des étapes. La première étape, c'est de confirmer l'asthme. Et la deuxième étape, c'est de prouver le caractère professionnel. معناها ما عندناش برك باش نطلعوا l'étiologie، ماناش censé باش نطلعوا لازم هكا، mais il faut lier l'asthme à l'origine professionnelle. Pour confirmer l'asthme, c'est pour tout autre asthme كيما تعرفوا انتم الناس الكل قريتوا l'asthme. Pour faire le diagnostic, donc devant le tableau clinique qui est évident, tu as une crise dyspnée sibilante avec distension thoracique, hyperclarté à la thoracique, à la radiographie thoracique. Et aussi on peut recourir à des examens comme un syndrome obstructif. كيفاش السندروم اوبستركتيف في السبيرومتري الولاد يقولوا لي تسمعوا فيها؟ جاوبني حد، باش نحكي وحدي من بكري. تسمعوا فيها ولا؟ نسمعوا فيك مدام. هاي به كيفاش نطلعوا سندروم اوبستركتيف في السبيرومتري؟ Dans le rapport VMS sur CV. Ça s'appelle le rapport de Tifno avec Esmo. Donc, syndrome obstructif, c'est la baisse du rapport de Tifno et la baisse de VMS. D'accord? B. Donc, sinon, si la spirométrie elle est normale, on peut rechercher une hyperréactivité bronchique par le test de provocation à la métacoline. Donc, il compte spirométrie de base normale, mais on va provoquer une obstruction par l'administration de métacoline. Donc, lorsqu'il y a une baisse qui dépasse le 20%, donc c'est en faveur d'une hyperréactivité bronchique et donc c'est l'équivalent de l'asthme. Et aussi, on peut rechercher d'autres éléments en faveur tels que le dosage des IgE total par exemple aux recherches d'éosinophiles dans le sang. Donc, هذا الكل مانيش باش نرجع عليه الخاطر شفتوه في الكور نتاع l'asthme bien détaillé. Mais pour confirmer l'origine professionnelle de l'asthme, donc on a des arguments en faveur. Un argument, c'est la chronologie des crises. Je m'en ai chronologie des crises, donc la rythmicité avec le travail. وقت اللي يخدم يقول لك نتقلق ونعمل كريز دازم نعمل ديسبني surtout en fin de journée. Ou lors des périodes de repos ولكن بعدوه pour un congé ولا نعطيو congé maladie يتفرهد يقول لك نبعد على الخدمة نتفرهد. Donc c'est un argument en faveur de l'origine professionnelle. L'élimination aussi d'autres causes allergiques extra-professionnelles كان نعرفوه par exemple يقول لك من أنا صغير عندي آزم مثلا عندي حساسية من الورد ولا عندي آزم
les acariens, donc on peut le professionnel, mais il peut être aggravé par la profession. Et l'enquête professionnelle doit être très minutieuse. Il faut chercher tous les produits manipulés. Est-ce qu'il y a un produit allergisant ou un produit irritant? Donc, là où je exposé à la poussière textile, par exemple, exposé aux ocyanates, مثلا يدهن في الكراف، هوش peintre يخدم في الدهين exposé aux résines. Donc, il faut mener un interrogatoire minutieux pour chercher les allergènes professionnels. Et on peut aussi utiliser des examens paracliniques tels que les prick tests, les IgE spécifiques et les tests de provocation spécifiques. Donc, les prick tests, malheureusement, les prick tests pour toutes les substances. Les prick tests avec les tests que nous faisons l'avant-bras. Quand nous faisons le test les allergènes, les allergènes, on fait les pénétrer par une aiguille au niveau de l'avant-bras. Qui les allergènes donc quelques pollens ou quelques acariens et les poils des chiens et des chats. Donc, il y a une sensibilisation à l'un de ces produits. Donc, c'est un test un peu limité. La recherche aussi des issues. Je crois qu'il y a في تونس كراو ما عندناش ولا بارتو partout ما فماش ماهمش ديسپونيبل ممكن في تونس اقل عنا 8 يظهر لي ولا 10 سا ديبون اما حتى لبرا ما عندناش لي زالرجين الكل ماكش تلقى لي زالرجين رونكونتري او ميليو بروفيسيونيل الكل باش نجموا نعملوا لهم بريك تيست لي زوجيو سبيسيفيك زاد كيف كيما لي بريك تيست malgré la liste elle est plus large اما ما عندناش tous les allergènes ماهمش disponibles. عندنا par exemple اللاتكس، عندنا les acariens، عندنا اما هذوما الكل ما نجموش نعملوا تيست IgE spécifique pour tous les allergènes. Par contre, on peut faire l'examen de certitude, de confirmation diagnostique d'origine professionnelle, c'est le test de provocation spécifique. Lorsque on provoque l'asthme chez un patient lorsqu'on lui administre l'allergène en cause. مثلا يقول لك اني نخدم في البوسيير تكستيل تجيبوا في كابيني يلزم كابيني ميديكاليزي وتعطيه la poussière textile bien sûr avec une dose bien déterminée avec une surveillance médicale خاطر ينجم يعمل لك كريز دازم ينجم لا يقدر تولي كريز سيفير donc il faut un service de réanimation à côté pour faire cet examen. Ça s'appelle le test réaliste, donc on va mimer les conditions de travail dans un laboratoire. Voilà, le test réaliste, c'est le fait d'observer le patient sur le lieu de travail. Sur place, une spirométrie pour objectiver l'origine professionnelle. Donc, les tests de provocation spécifiques qui vont confirmer l'origine professionnelle. Donc, les étiologies sur le lieu de travail, les agents étiologiques sont, la liste elle est très large. Des allergènes végétaux, qui lin, chanvre, laine, coton, farine, les graines, le bois et dérivés. Donc, la liste elle est très large. Les allergènes industriels tels que l'industrie pharmaceutiques, les enzymes, les antibiotiques, les ocyanates, les métaux aussi, les pesticides. Les allergènes animaux tels que les plumes, les poils, les cils, les squames chez les vétérinaires par exemple ou dans les laboratoires. Les allergènes mycosiques tels que dans la fromagerie ou la boulangerie. Le traitement de l'asthme, c'est le même que l'asthme professionnel, mais que les autres types d'asthme. Mais en cas d'asthme professionnel, il faut ajouter, le traitement le plus efficace de l'asthme professionnel, c'est l'éviction complète et définitive de l'agent en cause.
D'accord? Donc, qui fait sortir cette éviction, c'est par les moyens de prévention collective et individuelle. Par exemple, je vais vous quelques exemples de moyens de prévention. كنشوفوا هذه في المرأة هذه اللي تستعمل في c'est une aspiration à la source كما تشوفوا l'aspiration تصير sur la machine donc ما فماش exposition pour la dame qui travaille. Sinon on peut utiliser une hotte donc la manipulation comme aspiration à l'intérieur qui va aspirer l'allergène. Sinon, on peut utiliser des masques. Il y a deux types de masques, le masque filtrant et le masque isolant. Filtrant, qui va filtrer les particules. Et pour le masque isolant, donc c'est une isolation totale avec un apport d'oxygène. Donc, lorsqu'il y a exposition, par exemple, à un produit irritant ou toxique, donc on utilise le masque isolant avec un apport d'oxygène. D'accord? Ce deux types de masques, c'est la prévention individuelle. D'accord? La réparation, نعرف نزلتوا ما قريتوش réparation اما réparation هو جبر الضرر. يقول القائل اني عندي ازم من الخدمه، توا واحد عنده ازم ماهوش من الخدمه انا ياخذ تريتمون ويقعد على روحه. Par contre, lorsque l'asthme est d'origine professionnelle et on a la confirmation diagnostique d'origine professionnelle, donc le patient هذا شنو عنده الحق في شنو؟ في يا جماعة قطو تعويض مش تعويض مي بلوتو جبر الضرر نسميوه. معناها ما فما حد شيء يعوض صحة الإنسان مي نعطيوه جبر الضرر ألا هي تتمثل في جراية وتتمثل زادا نعوضوا له على شهريته مثلا كي ياخذ كونجي يعطيوه زادا تريتمون ياخذ تريتمون نتاعو بلاش لا بريز ان شارج الكل تكون sur la maladie professionnelle, sur le compte de la maladie professionnelle. Femme des tableaux dans la législation tunisienne qui fixent les pathologies et la réparation. Donc, في تونس عندنا deux lois, loi 94 هذه الأولى كان شفتوها هي dans le secteur privé, le loi 95 في secteur public. Et هذوما les deux lois يقول لك فما 22 tableaux qui peut réparer l'asthme professionnel وكل tableau عنده اسمه. اللول الكوبالت الكروم النيكل دونك هذوما الكل فيهم لازم بروفيسيونيل كانوا le sujet il est exposé à l'un de ces allergènes il peut être indemnisé donc وتصير عنده جبر الضرر la réparation et l'indemnisation. Ok, on va passer au cas clinique pour illustrer اللي قلناه الكل على اللازم. D'accord, خليكم مع الدكتور أسماء علوية assistante en médecine de travail. Alors, on va enchaîner avec ce troisième cas clinique. C'est monsieur Mohamed R, âgé de 45 ans. Il n'a pas d'antécédents pathologiques notables, mais il est tabagique à 35 paquets années. Il travaille dans une entreprise de confection en tant qu'ouvrier, où il présente depuis 6 mois une dyspnée sifflante, une toux sèche et une sensation d'oppression thoracique. Il décrit une amélioration des gènes pendant les jours de congé et une réapparition des signes à la reprise du travail. Donc, comme toujours, quels sont les éléments clés à identifier au niveau de ce cas clinique? Alors, c'est un tabagique. Voilà. Qui exerce dans une usine de confection. Il est exposé à fibre textile. Textile. D'accord. Et qu'il présente comme tableau clinique? Dyspnée, toux sèche ou oppression thoracique qui s'améliore pendant les congés. Qu'est-ce qu'on appelle cette notion? Une amélioration des gènes pendant les jours de congé et la rythmicité professionnelle. Voilà, c'est la rythmicité professionnelle. C'est une notion très importante
qui nous oriente vers l'origine professionnelle probable de sa pathologie. Alors, donc, quel est le diagnostic le plus probable devant ce tableau clinique, cette exposition? L'asthme professionnel. C'est surtout, il n'est pas exposé à l'amiante pour développer l'asbestose. BPCO, elle est toujours plausible car il est tabagique. La silicose, il n'est pas exposé au travail à la silice. La tuberculose, pas de tableau clinique évident comme l'hémoptysie ou la fièvre nocturne ou la sueur. Donc, le diagnostic le plus probable devant ce tableau est l'asthme professionnel. D'accord? Donc, l'origine professionnelle de son affection peut être évoquée devant la notion de rythmicité professionnelle, l'exposition sur les lieux du travail à un agent asthmogène, l'absence d'antécédents pathologiques, le terrain atopique ou la symptomatologie clinique. L'origine professionnelle est évoquée devant la rythmicité professionnelle et l'exposition sur les lieux de travail à un agent asthmogène, textile. Exactement. Le terrain atopique. Est-ce que le terrain atopique il est en faveur de l'origine professionnelle, on a dit? Allez, pas de l'origine. Non, voilà, il n'est pas en faveur. Également la symptomatologie clinique, car l'asthme professionnel ne diffère pas sur le plan clinique sur l'asthme d'adultes non professionnels. Ils ont la même symptomatologie. Donc, les deux premières réponses. Donc, quels sont les examens demandés afin de détailler le diagnostic? Le FR, normalement. Exactement, le FR. Quand vous avez le diagnostic de l'asthme, il se base sur le diagnostic tout d'abord de l'asthme, puis l'origine professionnelle. La confirmation de l'asthme se base essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire qui va montrer un trouble ventilatoire obstructif réversible. Quelle est l'étiologie professionnelle la plus probable pour son affection? Textile. Poussière textile végétale. Textile végétale, voilà, selon le poste de travail dans une entreprise de confection. Enfin, quelle est votre conduite à tenir? Il faut rédiger le certificat médical initial pour le salarié, renforcer les moyens préventifs sur les lieux du travail, adresser le salarié au spécialiste pour une prise en charge thérapeutique, laisser le salarié exposé au même poste ou le licenciement du salarié. Rédiger le certificat médical. Certificat initial pour le salarié. Qui sert à quoi ce certificat? باش يبدل معناتها الخدمة نتاعو باش ياخذ لي كونجي والكل معناها. Non, le certificat médical initial sert à déclarer sa maladie sa pathologie en tant que maladie professionnelle. C'est une pièce médicale essentielle pour la déclaration en tant que maladie professionnelle. Et puis on a bien sûr, il faut renforcer les moyens préventifs sur les lieux du travail pour ne pas avoir d'autres cas d'asthme professionnel dans la même entreprise. Et sans oublier d'adresser le salarié au spécialiste, bien sûr, pour avoir son traitement. C'est bon? Et on va continuer par les alvéolites allergiques extrinsèques. On va passer au QCM. Donc, parmi les propositions suivantes, quelles sont peuvent orienter vers le diagnostic d'alvéolite allergique extrinsèque? Une diminution de la DLCO, différents prélèvements bactériologiques demeurant positifs, la proportion des lymphocytes dans le liquide de lavage est couramment inférieure à 15%, les tests cutanés aux pneumoallergènes sont positifs, la mise en évidence de précipitine dans le sérum du malade. Je connais
Khaled. Oui, madame. هاي جاوبني يا خالد. Diminution des LCO هاي. ou test cutané au pneumoallergène positif. لا هاي. Ou la mise en évidence. هاي. La mise en évidence de précipitine. précipitine dans le sérum de malade. Ok, donc, هذوما les arguments en faveur d'alvéolite, c'est la diminution de la DLCO et la mise en évidence des précipitines dans le sérum du malade. B. La pathogénie des alvéolites allergiques extrinsèques fait intervenir une réaction d'hypersensibilité type 3 du gel Comps ou réaction d'hypersensibilité type 2 ou la type 4 ou la type 1 ou la réaction d'irritation par libération d'histamine. هاي شكون يجاوبني؟ بي سهير. يا سهير. سهير فينك؟ مادام فما شكون عندهم دي بروبليم تكنيك ما ينجموش يتكلموا. يكتبوا ما ينجموش يتكلموا يكتبوا. أنا جاوبتك مدام سهيل. سهيل جاوبتني ترى نشوف سهيل جاوبتني أنا اللي عندي بروبليم تكنيك مش هم. باهي سهيل قالت لي باهي شنو قالت لي رياكسيون تيب 3 مش هكا هو يا سهيل في الالفيوليت الرجيك سي اي دي اوسي هي رياكسيون 3 وال4 وال1 هذوما الكل في الالفيوليت الرجيك اكسترانسيك. Quels sont parmi les signes indiqués ci-dessous celui qui vous fait évoquer le diagnostic d'alvéolite allergique extrinsèque? Manipulation de foie moisi, l'absence de fièvre, l'image radiologique micronodulaire, syndrome obstructif à la spirométrie, présence de complexes précipitants spécifiques à l'immunoélectrophorèse. شكون يجاوبني؟ باهي شكون اللي ما تكلمش؟ عبد المولى. هاي عبد المولى ايناس. هاي يا ايناس. ACE. ACE زعما صحيحه؟ صحيت يا ايناس. Donc, la manipulation de foie moisi, les images radiologiques micronodulaires et la présence des précipitines, c'est une bonne réponse. Rapidement, نعمل لكم ريكاب على الالvéolite allergique extrinsèque. Donc, l'alvéolite allergique extrinsèque, elle a plusieurs dénominations. La pneumopathie à précipitine, le granulomatose pulmonaire exogène, appelée aussi pneumopathie par hypersensibilité retardée, et l'alvéolite à précipitine. Donc, les facteurs de risque des alvéolites allergiques extrinsèques, il y a des facteurs environnementaux et des facteurs professionnels. Ces facteurs, la concentration de l'antigène, plus que la concentration est importante, plus que la maladie elle est importante. La durée d'exposition et sa fréquence aussi, ils jouent un rôle dans la survenue de cette pathologie. La taille des particules inhalées, les petites particules vont diffuser vers le poumon profond. La solubilité des antigènes et l'utilisation ou non des mesures de protection. Il y a aussi des facteurs de risque individuels et génétiques. Il y a des gens qui sont plus exposés ou ont une prédisposition pour développer cette pathologie. Il y a des liaisons entre l'alvéolite et le complexe HLA. Il y a HLA DR7 par exemple chez les éleveurs de pigeons, de B8, l'atteinte de pneumon de fermier,
ou d'autres HLA, complexes HLA en faveur d'autres pathologies d'alvéolite. Donc, comme on a l'alvéolite, c'est une maladie immune complexe. Elle fait intervenir plusieurs types de réactions allergiques. Il y a réaction type 1, qui est réaction type 3, qui explique la réaction granulomateuse. Donc, c'est un phénomène presque constant dans les alvéolites allergiques. Ce granulome, il peut être présent chez les sujets exposés, malades ou non malades. La réaction type 4 aussi, elle est incriminée essentiellement avec l'afflux de polynucléaires neutrophiles et ainsi les lymphocytes et les macrophages alvéolaires. L'exemple type d'alvéolite allergique extrinsèque, c'est la maladie du poumon de Fernier. Donc, l'agent en cause, c'est l'actinomycète thermophile ou appelé aussi Micropolyspora faini. Donc, cette maladie évolue. Il y a 4 formes de cette pathologie. La forme sérogue, c'est une pathologie, tableau clinique très alarmant avec une fièvre, altération de l'état général qui peut aller rapidement vers la détresse respiratoire aiguë et même la mort du patient. La forme aiguë, c'est un syndrome grippal intense avec courbature, myalgie, asthénie, fièvre parfois. Et la forme la plus connue, c'est la forme subaiguë ou progressive avec l'apparition d'une dyspnée progressive. Et la forme chronique ou compliquée par une pathologie respiratoire fibrosante. Sur le plan radiologique, la radio standard montre des opacités irrégulières dans les formes modérées, parfois dans les formes plus sévères, des opacités rondes avec une cardiomégalie qui c'est le corps pulmonaire chronique, c'est le retentissement d'une détresse respiratoire chronique sur le corps. Et au niveau de la TDM thoracique, il y a association des opacités envers des polis, des micronodules flous et une hyperclarté assez caractéristique de diagnostic. Nous avons comme des clichés caractéristiques comme alvéolite allergique qui me des hyperclartés, des micronodules. Je vous aussi l'année. C'est l'aspect typique d'une alvéolite allergique extrinsèque. Donc, comme on a les images radiologiques en faveur de cette anomalie, les explorations fonctionnelles respiratoires peuvent montrer un syndrome restrictif. Les explorations biologiques et bactériologiques ne donnent pas beaucoup d'intérêt. Les explorations donc la fibroscopie bronchique, elle peut nous orienter vers cette pathologie et nous donner un profil cytologique et un profil biochimique du liquide de lavage broncho-alvéolaire avec une hyperlymphocytose avec augmentation de la cellularité. Le bilan immunologique, c'est la recherche des précipités, ce sont la recherche des anticorps au niveau du sang, ce sont des sérologies. Donc, et les tests cutanés. Donc, les précipités sont en faveur de l'exposition et n'est pas de la maladie. Les malades et les non malades. Les prélèvements histologiques, on peut faire aussi des prélèvements à l'aide de la fibroscopie bronchique pour rechercher des lésions granulomateuses. Ce sont l'aspect de granulome mais sans lésions caseuses, donc contrairement à la tuberculose. Et les tests de provocation réalisés au milieu hospitalier. Donc les tests, c'est l'administration de l'allergène et à la recherche des symptomatologies et l'apparition des symptômes avec une baisse de DLCO. Et comme les tests de provocation doivent être faits dans un milieu clinique
et avec les moyens de réanimation à notre disposition. L'évolution, elle varie d'un sujet à un autre et aussi de la gravité de la maladie. On peut voir une insuffisance respiratoire chronique chez 25% des cas, l'apparition d'une obstruction bronchique chronique, l'apparition d'un emphysème, mais dans ce cas non lié au tabac, donc c'est lié à la pathologie. Mais il n'y a pas d'indicateur fiable pour prédire l'évolution, mais la fréquence de récidive, c'est un facteur de mauvais pronostic. Les agents étiologiques sont nombreux. Comme شفنا en milieu rural, نلقاو le foin moisi, donc c'est نلقاو زاد الpaille pour les bovins, c'est les moisissures qui se trouvent dans les aliments, dans les foins pour les animaux. Au milieu urbain et industriel, نلقاو le bois, نلقاو les médicaments, نلقاو aussi les ocyanates. Il y a plusieurs produits allergènes qui peuvent être incriminés dans l'alvéolite allergique extrinsèque. Les critères diagnostiques, le diagnostic repose sur 5 critères majeurs, dont les 4 premiers sont obligatoires. Ça s'appelle les critères de Molina. Le premier critère, c'est la preuve d'une exposition antigénique par la présence des précipitines qui m'ont les malades et les non-malades. Les symptômes respiratoires compatibles avec des râles crépitants à l'auscultation, donc on a un tableau de dyspnée avec des courbatures, des myalgies, syndrome grippal, alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire, une diminution de la DLCO ou une hypoxie à l'effort, et l'imagerie compatible qui me chauffe la radiothorax ou la TDM à haute résolution des images évocatrices de l'alvéolite. Le traitement reste seulement l'éviction antigénique. Il faut évincer le patient de l'exposition à l'antigène, mais on peut parfois recourir à une corticothérapie par voie générale, surtout dans la phase aiguë, ou même l'oxygénothérapie. D'où la nécessité d'une prévention. La prévention, dans ce cas, elle est difficile parce qu'on ne peut pas prévoir les gens qui vont développer une alvéolite, mais on peut recourir à l'utilisation des masques, des masques filtrants ou des masques isolants. Donc le séchage des foins moisis, donc نخليوه يشيح ما نخليوش يندي باش ما يخرجوش هيك les moisissures. Et la réparation كما قلنا بكري, la réparation ولا جبر الضرر, فما دي tableaux qui réparent l'alvéolite allergique extrinsèque. هو tableau 42 les ocyanates, le bois, le tableau de bois, le bois de textile, de farine et 58 qui comporte les autres agents. On va passer au cas clinique pour l'illustration. Donc, il s'agit d'un fermier âgé de 34 ans qui admis en urgence pour céphalée, fièvre, dyspnée, toux non productif et myalgie. Ces symptômes étaient apparus subitement. Il n'avait pas de signe d'infection du tractus respiratoire supérieur. Il occupait le poste de fermier. Il s'était plaint de symptômes similaires 3 semaines auparavant et avait été traité par des antibiotiques. À l'examen, il avait une tachycardie à 120 battements par minute, une température à 38 degrés et des crépitants bilatéraux diffus. Quel diagnostic évoquez-vous? Une pneumopathie infectieuse, une crise d'asthme, l'alvéolite allergique extrinsèque ou l'organique DAS toxic syndrome, ou syndrome des poussières organiques. Donc,
Une alvéolite allergique extrinsèque. Oui, donc il s'agit d'une alvéolite allergique extrinsèque. Sur quels critères vous avez évoqué ce diagnostic? Le fait qu'il a développé les symptômes de fièvre, dyspnée, toux, myalgie, etc. Subitement. Grippal, on trouve avec un syndrome grippal avec céphalée, toux, donc céphalée et myalgie. Et la fièvre. Et la fièvre, oui. Subitement, de façon subite. Et qu'il s'agit d'un fermier. Donc post-exposant. Oui. Avec notion d'épisode similaire 3 semaines auparavant. Oui. Un autre, un élément important aussi à l'examen, c'est la présence des crépitants. Oui, la présence des râles crépitants bilatéraux diffus. Et la fièvre à 38. Là. Et l'alvéolite allergique extrinsèque. Quel est votre examen de première intention? Exploration fonctionnelle respiratoire, radiographie thoracique, TDM thoracique, lavage broncho-alvéolaire, recherche de précipitine spécifique. Radiographie thoracique. Oui, donc c'est la radiographie thoracique. Quel aspect que montre la radiographie thoracique? Qu'est-ce qu'on trouve comme aspect? Donc, c'est l'aspect, comme nous avons dit, aspect de micronodule, aspect donc micronodulaire. Syndrome interstitiel micronodulaire. Les autres explorations sont aussi donc à faire en deuxième lieu, qui sont donc les explorations fonctionnelles respiratoires qui trouvent un syndrome restrictif, une diminution de diffusion de CO. La TDM thoracique donc trouve les micronodules. Le lavage broncho-alvéolaire, qu'est-ce qu'il montre le lavage broncho-alvéolaire? Donc on trouve une donc lymphocytose. Et la recherche de précipitine spécifique, c'est surtout pour l'exposition. Que conseillez-vous pour ce patient? Poursuivre normalement son activité professionnelle, arrêt du travail et changement de métier, réaménagement du poste de travail, tel que séchage de foin, aération efficace, masque respiratoire. Que conseillez-vous pour ce patient? Réaménagement du poste de travail. Oui, c'est surtout, on peut proposer un réaménagement du poste de travail. Bien que l'éviction antigénique soit donc le traitement de référence, mais on peut proposer un réaménagement du poste de travail pour éviter l'exposition, tel que le séchage de foin, l'aération, l'aspiration à la source, le masque respiratoire, etc. Quelle est votre conduite en tant que médecin de travail? Donc, déclaration en tant qu'un accident de travail, déclaration en tant que maladie professionnelle ou une déclaration en tant que maladie à caractère professionnel. Donc, c'est la déclaration en maladie professionnelle. Donc, l'alvéolite allergique extrinsèque est une maladie professionnelle. Donc, on peut la déclarer comme une maladie professionnelle. Donc, on enchaîne avec les bronchopneumopathies professionnelles toxiques. On va terminer avec les bronchopneumopathies toxiques. Et comme d'habitude, on va commencer par les QCM. Parmi les séquelles suivantes, laquelle ou lesquelles peut être liée à la bronchopneumopathie toxique? L'asthme, la fibrose pulmonaire, l'ulcère gastro-duodénal, le cancer de la peau ou l'emphysème pulmonaire. Rapidement, عطنا مازال. asthme, شنو آخر؟ Emphysème pulmonaire. Ou fibrose. Ou fibrose. Donc,
Toutes ces pathologies peuvent être des séquelles à la bronchopneumopathie toxique. Donc, le chlore est un gaz suffocant pouvant être à l'origine des manifestations suivantes, sauf une, laquelle? Odème aigu du poumon, OAP, irritation conjonctivale, bronchite aiguë, fibrose pulmonaire ou cancer bronchopulmonaire. هاي سارة يا سارة سارة فمش سارة فمش حتى واحد ما تكلم خليه يتكلم توا هنسمع صوته يقول لي اسمه يتكلم هاي بيصيرش حتى تنقولوا بالغلط مش مشكلة. Elles ont répondu, madame. Conversation. Ah, ok. Donc, قالوا لي cancer bronchopulmonaire. C'est le cancer bronchopulmonaire. Donc, toutes ces pathologies peuvent être dues au chlore. Un petit résumé sur le cours. Donc, les bronchopulmopathie toxiques, elles sont dues à une action directe des substances chimiques. Et il a des importances, des séquelles, importance majeure vu les séquelles qu'elle peut entraîner. Les voies d'introduction sont en général deux types, directes et indirectes. Direct par inhalation directe du produit toxique irritant, ou indirect, c'est par phénomène d'élimination. C'est lorsque, après ingestion du produit, ce produit il va s'éliminer par voie pulmonaire, donc c'est une réaction indirecte. Les facteurs qui interviennent dans ces bronchopneumopathies toxiques, c'est la concentration de produits à risque, la durée d'exposition, la taille de particules, l'écoulement turbulent favorise l'intoxication, l'hydrosolubilité du produit et la nature chimique du gaz ou du toxique. Les tableaux physiopathologiques sont nombreux. On peut voir une trachéite ou trachéobronchite, un bronchospasme, un OAP, en général OAP lésionnaire, et les bronchopneumopathies d'élimination, surtout en cas d'intoxication par les produits pétroliers tels que l'essence ou le gasoil ou autre type de produits pétroliers. Le syndrome obstructif aigu, il se manifeste par des formes suraiguës, donc le syndrome de détresse respiratoire, ou des formes moins dramatiques avec une laryngite, une simple laryngite ou une simple irritation des voies respiratoires supérieures. Il y a aussi des formes modérées ou des formes ou un bronchospasme isolé. L'œdème pulmonaire alvéolaire ou l'œdème interstitiel, il évolue en trois phases. La guérison complète sans séquelles ou une évolution mortelle lorsque l'accident est collectif avec une libération de quantités massives de gaz toxiques, ou la guérison auprès des séquelles. Les séquelles sont la bronchiolite oblitérante, donc c'est troubles ventilatoires obstructifs irréversibles, ou la fibrose et la bronchectasie. Donc pour les voies aériennes supérieures, il y a le gaz ammoniaque. Les acides et les vapeurs d'acide sont très toxiques pour les voies aériennes supérieures. Pour les voies aériennes supérieures et les bronches, on peut trouver l'anhydride sulfureux, le chlore Le parenchyme pulmonaire, il y a des gaz irritants tels que l'ammoniac, l'oxyde d'azote, les phosgènes. Le phosgène est utilisé comme gaz de combat, l'ozone, le dioxyde de soufre, le chlore, les vapeurs aussi métalliques telles que les vapeurs de cadmium, de cobalt, de mercure, du nickel ou des autres métaux,
Les pesticides tels que le paraquat, les fumées d'incendie aussi sont très toxiques, surtout pour les pompiers. Les huiles et les dérivés des pétroles qui m'ont comme par phénomène d'élimination et donc ils peuvent provoquer une fibrose pulmonaire tardive. Le traitement sur le lieu de travail, il faut toujours protéger, alerter et secourir, protéger les autres salariés s'il y a une fuite de gaz, alerter bien sûr les secouristes ou le SAMU et secourir sur le lieu de travail donc par l'extraction du sujet du milieu confiné et l'apport d'oxygène si cela est possible. Et le traitement au milieu médicalisé, il faut mener un traitement d'urgence par le maintien des fonctions vitales et l'administration de corticoïdes en cas d'œdème laryngé qui empêche la respiration. La prévention médicale, il faut écarter tous les gens qui ont une pathologie respiratoire sous-jacente, les BPCO, les asthmatiques, de l'exposition à un produit toxique ou irritant sur le lieu de travail. La prévention technique passe par la prévention technique collective telle que l'aération des locaux, l'aspiration à la source. La prévention technique individuelle, c'est le port des masques filtrants ou des masques isolants. Et la réparation aussi. Il n'y a pas de tableau qui répare ces pathologies parce que ce sont des pathologies aiguës. C'est en général, ce sont des réparés en tant qu'accident de travail et non pas en tant que maladie professionnelle. On va passer au dernier cas clinique pour illustrer tout ce qu'on a dit sur les bronchopneumopathie toxique avec Dr Mariam Hafsia, assistante en médecine de travail au CHU Sahloul. Alors, on va terminer avec ce cas clinique. Madame FN, 42 ans, femme de ménage au service de biochimie du CHU Farhat Hached. Elle n'a pas d'antécédent particulier. Le 3/10/2020, lors de son activité quotidienne au service, en nettoyant les paillasses de travail avec de l'eau de javel, donc un flacon contenant un produit détartrant et détergent s'est déversé accidentellement sur le plan de travail. Après quelques minutes de l'incident, Madame FN a présenté la symptomatologie suivante. Des éternuements, larmoiements, dysphonie, suivis par une toux quinteuse associée à une hémoptysie et une sensation d'une oppression thoracique. Devant une amélioration clinique partielle de la symptomatologie qui a été négligée par Madame FN, elle est rentrée chez elle à pied après avoir terminé son activité. Quelques heures après, donc, une orthopnée brutale associée à une oppression thoracique se sont installées, amenant Madame FN à consulter les urgences. Quels sont les éléments donc importants à souligner dans ce cas clinique, selon vous? شكون ينجم يجاوبني؟ Alors, شكون ينجم يجاوبني؟ Quels sont les éléments à souligner dans ce cas clinique? Donc la première chose, c'est sa poste. Elle travaille au service de biochimie. D'accord. Donc il y a un risque d'exposition professionnelle. Oui. Pas d'antécédent. D'accord. Donc il y a peut-être une réaction entre l'eau de javel et le détergent. Oui. Le mélange entre eau de javel et le produit déversé. Oui. Donc il y a déclenché les syndromes cliniques d'éternuement, larmoiement, dysphonie, un toux quinteuse, hémoptysie et oppression thoracique. Donc, oui. Donc en deux phases. La première phase, donc immédiate après l'exposition. Exactement. Et après quelques heures, normalement. Oui. Il y a eu une orthopnée brutale, voilà, et la pression thoracique qui s'est aggravée. Donc il y a une aggravation des symptômes. C'est vrai, d'accord. Okay.
Le diagnostic le plus probable est l'embolie OAP. pulmonaire, asthme non immunologique, aiguë toxique, l'OAP. Quelle est l'étiologie? Exposition à l'ammoniac, le chlore, l'acide chlorhydrique ou le cobalt? Le chlore du javel. Oui, c'est exact. L'eau de javel et le produit contient l'acide chlorhydrique, donc il va former le gaz qui est le chlore, qui est responsable de cette symptomatologie. Quels sont les examens complémentaires en première intention? Une radiographie thoracique, une spirométrie ou un dosage de la... Une radiographie thoracique. Oui. Gaz du sang peut-être, pour voir une hypoxie ou bien hypercapnie. Et... sur la radiographie thoracique. Quelles sont les images d'un œdème aigu de poumon? Une hyperclarté. Non. C'est des opacités alvéolo-interstitielles, des opacités non homogènes, cotonneuses qui prédominent aux bases. Et au gaz du sang, donc on peut observer une hypoxie et une hypocapnie. Conduite à tenir en tant que médecin de travail, donc une déclaration en accident de travail, une en professionnel ou en maladie à caractère professionnel. Accident de travail, bien sûr. N'est pas mentionné dans les tableaux pour la déclaration en maladie professionnelle. D'accord, donc on a terminé avec ce cours. J'espère que ça a été intéressant et merci pour votre attention. Slema. Est-ce que vous avez des questions? Mais je confie comme de questions avant de quitter. Non? Ouais. Allez, bye bye. Quitter.